Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Café Philo, la première de l'année, puisque nous sommes sur l'année universitaire, donc c'est la rentrée. Voilà, donc cette année, donc, on introduit notre cycle de Café Philo par un thème qui a fait l'objet d'une demande. Un thème un peu particulier, je dois l'avouer, puisque on est à la charnière de la philosophie, de la psychologie, de l'éthique, de la sociologie. Moi, je dirais qu'on est en même temps dans l'esprit un petit peu de ce que nous faisons dans ce Café Philo depuis sa création, depuis février 2001, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans bientôt. Notre parti pris, c'est la pluridisciplinarité. On a tenté de ne pas tomber dans le piège de la philosophie au sens technique du terme, qui serait probablement quelque chose de peut-être pas facile d'accès, puisque la philosophie, c'est une discipline avec ses concepts, ses techniques, etc. Donc notre parti pris, c'est de regarder la réalité de l'actualité à travers le prisme des sciences humaines de manière générale, en respectant évidemment l'esprit philosophique qui nous réunit ici, mais avec des ouvertures évidemment sur d'autres disciplines. Aujourd'hui, donc, nous serons un peu plus proches d'un certain nombre d'aspects psychologiques et psychosociologiques, mais je tâcherai d'introduire évidemment la dimension philosophique pour rester fidèle à notre tradition. Alors, on pourrait peut-être commencer ce café philosophique par un certain nombre de questions. Première question, pourquoi nous est-il parfois difficile de rencontrer d'autres êtres et de nouer des contacts avec eux? Qu'est-ce qui nous fait craindre le regard de l'autre et de le ressentir comme un jugement, voire comme une menace? L'humilité doit-elle nous conduire à nous effacer, quitte à nier ce que nous sommes, ou ce qui nous sommes? Et donc, du coup, on peut se poser la question en quoi l'affirmation de soi nous permettait de maîtriser notre ego en favorisant l'expression de l'autre et en respectant, évidemment, la dignité de l'autre, la liberté de l'autre. Je pense que là-dessus, on va peut-être lever un premier malentendu, qu'on risque peut-être de rencontrer un peu plus tard. Il n'y a d'affirmation de soi que dans le respect de l'autre. L'affirmation de soi ne peut pas se faire et ne peut pas s'effectuer aux dépens de la liberté de l'autre, des droits de l'autre. Et c'est vrai que le terme prête à équivoque, parce que l'affirmation de soi, prise au sens premier du terme, peut être envisagée, comprise comme quelque chose qui va me permettre justement de m'inscrire dans ma propre bulle, comme disent les psychologues, dans mon propre ego, sans me soucier de ce qui se passe autour de moi, et notamment sans me soucier des individus avec lesquels je suis en interaction. Il n'en est rien, l'affirmation de soi ne se pense et ne se pratique que dans la prise en compte de l'altérité de l'autre avec un A majuscule. Et donc, ce qui nous permettrait de tirer cette première conclusion, l'affirmation de soi n'est pas l'individualisme cultivant le culte du moi et le rejet du collectif. C'est peut-être ça aussi un des sujets sur lesquels on reviendra lors de la discussion, puisque la tendance sociologique sur laquelle nous sommes depuis 25-30 ans, c'est justement cette espèce d'hypertrophie du moi qui se fait de plus en plus peut-être aux dépens du collectif. Constat effectué par notamment des sociologues, parce que c'est le terrain des sociologues, mais également par des philosophes, par d'autres spécialistes, d'autres disciplines des sciences humaines. Donc l'affirmation de soi, c'est savoir vivre avec les autres en s'imposant des règles de conduite qui garantissent ma liberté et la liberté de l'autre.
Alors commençons, si vous voulez bien, par quelques précisions avant de laisser la parole à Pierre. Étymologiquement, l'affirmation de soi, d'abord on va commencer par le verbe affirmer qui étymologiquement signifie rendre ferme. Alors rendre ferme, quoi? Eh bien peut-être rendre ferme cette identité psychologique et individuelle de chacun quand ce chacun décide de rentrer dans un processus d'affirmation de soi. Alors pour être un peu plus précis, donc après la dimension étymologique, on peut définir l'affirmation de soi comme étant la capacité d'être expressif de soi. La capacité d'être expressif de soi. Alors c'est quoi être expressif de soi? C'est être capable et s'autoriser à exprimer ses opinions, à exprimer ses valeurs, pourquoi pas ses émotions, ses besoins et ses limites en tenant compte de l'autre et de l'environnement dans lequel je l'exprime et dans lequel j'agis. L'affirmation de soi n'est pas une affirmation qui se fait justement dans la non-prise en compte des enjeux d'une situation dans laquelle j'agis, dans laquelle je communique. On conviendrait avec moi que je ne m'affirmerai pas de la même manière vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis de mon responsable hiérarchique, vis-à-vis du représentant d'une autorité quelconque. Donc ça veut dire qu'on a cette capacité stratégique au sens positif du terme qui nous permet justement d'ajuster cette affirmation de soi en fonction de l'interlocuteur et en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Après, la difficulté de cette affirmation de soi, c'est à partir de quel moment je ne fais pas de rétention sur ce que j'ai envie de dire et que je dois dire parce qu'il y va de ma liberté, il y va de mes droits, il y va de l'expression de ce que je ressens, que de pouvoir l'exprimer. Et donc, lorsque je parle de cette capacité stratégique, on est forcément dans quelque chose qui tient compte de ce qu'on pourrait appeler l'opportunité de la situation, le rapport de force, les convenances, etc. Mais ceci ne doit pas se faire aux dépens du message que je considère comme étant le message que je dois délivrer pour rester en congruence avec moi et avec les valeurs qui sous-tendent justement cette affirmation de soi, comme on le verra tout à l'heure avec Pierre. Alors lorsque je pose un geste pour respecter les limites, lorsque je pose un geste pour respecter les limites, je m'affirme. Lorsque j'accomplis un geste citoyen pour être en accord avec les convictions profondes, je m'affirme également. Je suis en phase avec mes convictions et donc je les traduis par un geste citoyen, je suis dans l'ordre de l'affirmation de soi. Lorsque j'exprime mon point de vue lors d'une discussion avec des collègues ou avec des amis, sans détour mais sans offenser qui que ce soit, je m'affirme. Lorsque je dis non à une demande à laquelle je ne souhaite pas répondre, ou à laquelle je ne peux pas répondre, je m'affirme par ma capacité à dire non. Je laisserai cette question à Pierre, puisque je pense que il revient là-dessus, puisqu'on est au cœur justement de cette affirmation de soi. Enfin, lorsque j'exprime une émotion, un ressenti face à une situation qui m'affecte positivement ou négativement, je suis également dans l'ordre de l'affirmation de soi. Je ressens quelque chose qui provoque une émotion chez moi et je considère qu'il y va de l'intérêt de l'interlocuteur qui est en face de moi parce qu'il a peut-être besoin de savoir ce que je ressens. Et puis il va aussi de mon intérêt à moi que de l'exprimer, de le dire, en faisant attention au filtre. Parce que nous avons besoin de filtre. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire, et puis il y a plusieurs manières de dire les choses. Mais à un moment,
je considère que mon devoir est de dire ce que je ressens, parce que si je ne le dis pas, eh bien, ça reviendra par d'autres processus psychologiques, et puis ça ressortira sous des formes peut-être agressives, maladroites, etc. etc. Alors, je ne veux pas trop m'attarder, puisque donc, mon ami qui est sur ma droite a probablement envie aussi de donner son point de vue. Je voudrais juste, si tu me le permets, Pierre, pour rester fidèle à notre tradition, de faire un clin d'œil à trois philosophes en particulier qui peuvent nous intéresser. Ce ne sont pas les seuls, qui, dans leur philosophie, ont réfléchi à cette question. Ça ne s'appelait pas forcément l'affirmation de soi, hein, donc peu importe le terme. Les Anglais ont une autre formule qui a été adoptée par la langue française. On parle d'assertivité, qui vient du verbe to assert en anglais. Donc, plusieurs manières de dire les choses. Alors, je pensais à Spinoza, à Kant et à Nietzsche. Excusez les bleus, parce que je suis probablement sur les valeurs sûres de notre philosophie moderne. Spinoza, je partagerai avec vous bien volontiers cette citation. Alors, donc, l'éthique spinozienne consiste à renforcer l'affirmation de soi, de façon à rendre plus concrète et cohérente l'existence de cette nécessité intérieure qu'est le désir. Nécessité intérieure qu'est le désir. Spinoza rattache l'affirmation de soi au désir. Cette éthique de la joie, le concept de joie est un concept fondateur, comme certains parmi vous le savent, dans la philosophie spinoziste. Donc, cette éthique de la joie aboutit à l'acquiescement intérieur, à la béatitude, entendue au sens spinoziste, bien évidemment, en passant par l'élimination des passions reposant sur l'idée inadéquate d'une réalité de la négation. Tristesse, haine, pitié, crainte, espoir. Alors, on va traduire, parce que les philosophes ne parlent pas comme tout le monde, mais grosso modo, je dirais que ce que nous dit Spinoza, c'est l'affirmation de soi, c'est être en phase avec le désir qui est, pour Spinoza, le moteur de l'action, le moteur de la vitalité humaine. Lorsque je ne m'affirme pas, je fais de la rétention, je me mens, je mens à l'autre, je me manipule peut-être, etc. Et si je suis sur ce registre-là, eh bien, nous dit Spinoza, il y a des chances qu'on parte sur des sentiments qui ne sont pas forcément des sentiments loués par Spinoza. La tristesse, je suis triste parce que je me rends compte après coup que je n'ai pas été à la hauteur de la situation dans laquelle j'étais pour exprimer ce que j'avais à exprimer. La haine de l'autre, la haine de soi, parce que je n'ai pas su, je n'ai pas trouvé les mots qu'il fallait pour dire ce que j'ai à dire, et donc c'est ce sentiment de haine qui va prendre la place de ce vide créé par l'absence justement d'affirmation de soi, l'absence d'assertivité. La pitié aussi, la crainte et l'espoir. Alors évidemment, pour ceux qui sont familiarisés avec la philosophie spinoziste, ce sont des émotions, on va dire ça avec le vocabulaire moderne, des émotions qui sont pas très appréciées par Spinoza, parce que Spinoza il est plutôt dans l'ordre du désir et des modalités qui nous permettent justement d'exprimer ce désir, compte tenu du fait que le désir serait le moteur de l'action de l'homme, et je simplifie évidemment. Je reviendrai sur Kant, parce que je pense que c'est un philosophe qui est incontournable pour comprendre aussi cette notion d'affirmation de soi. Et enfin Nietzsche, je reviendrai aussi dessus, à travers notamment le concept que nous connaissons tous, et sur lequel il y a souvent des malentendus, parce qu'on ne vérifie pas toujours
dans les textes le sens des concepts produits par les philosophes, après ils tombent dans le domaine public, et après on leur fait dire n'importe quoi, et donc du coup, la volonté de puissance, qui est un concept fondateur de la philosophie nietzschéenne, eh bien, ce concept de volonté de puissance a été repris, détourné, galvaudé, etc. On verra si le débat nous permet de revenir dessus. On verra qu'il y a quelque chose, évidemment, il y a un lien à construire entre la volonté de puissance telle qu'elle est envisagée par Nietzsche et la notion d'affirmation de soi. Je laisserai également pour la fin la dimension psychologique de l'affirmation de soi, puisque je pense qu'on ne peut pas ici évoquer la question de l'affirmation de soi sans établir des liens avec la dimension psychologique et notamment avec la confiance en soi, qui est un sujet d'estime de soi, la confiance en soi. Ce sont des concepts, je dirais, qui sont un peu plus récents, qui intéressent un certain nombre de spécialistes. Et donc, l'objectif plus tard, ça serait donc d'établir des liens entre l'affirmation de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Pardon si j'ai été un petit peu long, je te laisse donc aborder la partie. Bien, je te remercie, Abdallah. Je ne peux que vous offrir du sang, du labeur, de la sueur et des larmes. Rassurez-vous, ce n'est pas ce que je vais vous apporter dans notre café philo, mais simplement un extrait d'un discours que vous connaissez, qui est celui de Winston Churchill, le 13 mai 1940, devant la Chambre des communes, à Londres. Un moment grave. Il venait d'être nommé Premier ministre 3 jours auparavant. Et ce discours était en quelque sorte son discours d'investiture. Il fallait oser dire cela. Et pour moi, malgré la maladie dont il était frappé, Winston Churchill avait une réelle affirmation de soi. La maladie dont il était frappé, c'était une psychose maniaco-dépressive. Jamais il n'a abandonné son affirmation personnelle, tout comme il n'a jamais abandonné son sens de l'humour. Nous connaissons tous ces fameux traits d'humour. Sans doute avez-vous en tête quelques traits d'humour, je vais en citer juste un pour situer le personnage. Vous savez aussi qu'il était profondément alcoolique. Et à une dame qui lui disait « Monsieur, si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre whisky. » Et Churchill l'a écouté et lui a répondu « Madame, si j'étais votre mari, je le boirais. » C'est une des démonstrations de son sens de l'humour. Alors, Abdallah a tout à fait raison en ayant défini comme il l'a fait l'affirmation de soi. C'est vrai qu'on a tendance à se réfugier derrière des réactions de défense. Mais oui. Si vous me posiez la question, Pierre, est-ce que vous arrivez à dire non à chaque fois que vous vous sentez habilité à le faire? En toute franchise, je dirais non. Pas aussi souvent que je le souhaiterais. Et là, l'affirmation de soi, si je la travaille encore quelques siècles, devrait me permettre d'arriver à dire non, justement. Il faut savoir dire non. L'affirmation de soi, c'est savoir dire oui, bien évidemment, mais également savoir dire non. C'est aussi peut-être courir le risque de déplaire à certains en ayant une réponse, un comportement qui ne va pas tout à fait dans le sens de celui qui nous fait face. Mais dans tous les cas de figure, comme l'a dit Abdallah, il nous faut nous respecter tout comme nous respectons les autres. Alors, je parlais des réactions de défense. Les réactions de défense, c'est quelque chose dont nous parlons tous, parce que nous avons tous des réactions de défense. Alors, comment sont-elles arrivées? En fait, à notre naissance, nous naissons avec un magma, parce qu'il n'est pas structuré, un magma de pulsion, de désir. On appelle ça le principe du plaisir. On a besoin de satisfaire ces pulsions. Quand nous sommes bébés, c'est simple. Nous pleurons quand nous avons faim, nous pleurons quand nous avons envie de jouer, ou envie d'un câlin. Et puis, quand on continue à grandir, on s'aperçoit qu'on ne peut pas céder aussi facilement que ça à toutes nos pulsions. Il y a la supervision des parents, des institutions, de l'école, etc. On ne peut pas céder à toutes nos pulsions. On ne peut pas non plus céder à la pulsion qui nous amènerait à mettre un coup de poing sur la figure d'un petit camarade. Non, ceci ne nous est pas permis. Alors il se développe un comportement adapté, plus ou moins bien adapté, qu'on a appelé, vous le connaissez, le moi. Et ce moi, on le place sous l'autorité d'une instance supérieure qu'on appelle le surmoi. Le surmoi remplace en fait l'institution.
il va nous dire ça tu peux le faire, ça tu ne peux pas le faire. Et plus le surmoi est développé, plus le surmoi est fort, plus notre moi est fragilisé. Alors, ça ne veut